Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sous la robe. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Emmanuel Marcini. Bonjour. Bonjour. Je suis encore plus heureuse de vous recevoir, vous, compte tenu de l'actualité, parce qu'on parle beaucoup des affaires politico-financières en ce moment, compte tenu de la décision qui vient d'intervenir dans le dossier du financement libyen qui a abouti à la condamnation de Nicolas Sarkozy, parce que vous êtes l'un des avocats les plus aguerris sur ce genre de sujet. Vous avez notamment eu l'occasion de travailler sur deux dossiers emblématiques, mais aussi d'autres. On va commencer peut-être par l'Angola Gate. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette affaire ? Oui, c'est une affaire qui, somme toute, était, en tout cas dans son narratif, assez simple. Un homme d'affaires était accusé d'avoir vendu illégalement des armes à l'Angola, et puis tout un tas d'infractions connexes. C'est une affaire qui a été effectivement très médiatisée. Le fils de l'ancien président de la République avait été incarcéré, Jean-Christophe Mitterrand, qui avait amené à des déclarations de son avocat à l'époque en disant que le juge suait la haine. Donc c'est pour vous dire la crispation qui avait entouré cette affaire et qui a été effectivement passionnante à bien des égards. Donc cette pression médiatique, vous la connaissez dans les dossiers. Qu'est-ce que ça change pour un avocat, la pression médiatique, ou en tout cas une forte présence médiatique dans un dossier ? Ben, ça peut détourner l'avocat de ce qui finalement doit l'occuper tout d'abord, c'est-à-dire le dossier en lui-même, la défense, les faits, le droit. Mais quand un dossier est médiatisé, la défense doit se faire également dans les médias. Parfois, il est utile de défendre dans les médias en n'y allant pas. Et puis, il est parfois également utile de se mêler malheureusement au combat médiatique. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire et vous pouvez très bien être condamné et exécuté sur la place médiatique avant même que la justice n'ait eu le temps d'examiner ce qu'on vous reproche. La conciliation de ces deux temps, inconciliables d'ailleurs, rend les dossiers médiatiques beaucoup plus difficiles effectivement à gérer. Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît ? Vous disiez parfois la défense médiatique consiste à ne pas y aller, parfois elle consiste à y aller. Je vous dis ça parce que ça peut faire partie des images comme ça qu'on peut avoir sur l'avocature, sur les avocats. Est-ce que le monde médiatique est quelque chose qui vous plaît ? Non, pas particulièrement. Je ne recherche pas les médias, je ne recherche pas les lumières. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse en fait, c'est l'intérêt du client. Je ne fais pas partie de ces avocats qui se servent des dossiers des clients pour aller faire leur propre publicité. Les plus belles affaires sont celles dont on n'a jamais entendu parler. D'une certaine manière, vous dites les plus belles affaires, d'une certaine manière, c'est la défense la plus efficace aboutie à un dossier dont on ne parle pas. Oui, bon, la presse fait son travail, effectivement, c'est son devoir d'information, c'est tout à fait respectable, il n'y a pas de sujet. Après, vous comprenez bien que tout ceci vient heurter la présomption d'innocence, la sérénité des débats, comme je vous le disais, le temps judiciaire, le jugement du public, le jugement de la famille, le jugement de tout un tas de choses. Personne n'a encore trouvé le véritable moyen de concilier des choses tout à fait légitimes par ailleurs, mais qui sont tout à fait contradictoires. La nécessité d'information, le droit d'informer le public de savoir, et puis la présomption d'innocence et l'impossibilité d'aller plaider un dossier sur les plateaux de télévision. Il y a un autre dossier que vous avez connu, je crois plutôt au début de votre carrière, vous avez 30 ans de barre, comme on dit, c'est l'affaire Elf. C'est un dossier qui vous a amené assez tôt dans votre carrière à être confronté à ce type de dossier. Si on devait faire un parallèle entre cette énorme affaire et l'affaire Sarkozy aujourd'hui, est-ce que pour vous, le droit pénal à l'égard des dirigeants et des hommes politiques, la justice pénale, a beaucoup changé en 30 ans ?
Oui, elle a changé, mais l'évolution était déjà en marche. Et pour la résumer, longtemps, la classe politique, les dirigeants d'entreprise ont pu penser être intouchables, un sentiment d'impunité, quand en 1996, Loïc Le Floch-Prigent, à l'époque président de la SNCF, nommé par Jacques Chirac pour mettre fin à des grèves très importantes, se retrouve incarcéré. Ça avait été un véritable tremblement de terre, et évidemment. La condamnation prononcée par le tribunal correctionnel à l'encontre du président Sarkozy de même. Je suis surpris en fait par les gens qui sont surpris. C'est une méconnaissance totale de la justice et de son évolution depuis 30 ans que de penser que la main des juges tremble et que des juges qui viennent juger que quelqu'un est coupable de faits selon eux graves puissent ne pas condamner une peine d'emprisonnement ferme à raison de la personnalité qu'ils jugent. Les fonctions, ce que vous êtes, ce que vous avez été, n'est plus du tout ni un passeport pour l'impunité, ni un passeport pour être traité différemment des autres personnes tout à fait anonymes qui, tous les jours, malheureusement, sont condamnées. Il y a une exécution provisoire, ils font appel et ils vont en prison. Ce qui est, la prise de conscience, peut-être grâce à la publicité de ce dossier, c'est que les hommes d'affaires, les politiques, ceux qui, a priori, n'ont aucune raison d'avoir affaire à la justice pénale, découvrent bien que la justice maintenant applique les règles de la criminalité organisée à des gens qui autrefois étaient tout à fait très loin de tout ça. Très récemment, je plaidais une affaire de fraude fiscale et le représentant du parquet national financier, il y a quelques semaines, s'est levé requérant dans une affaire de fraude fiscale contre des gens qui n'avaient rien d'un parcours de délinquentiel, de grande délinquance, en disant « Messieurs, entre vous et des trafiquants de drogue, je ne fais aucune différence, votre argent est à Dubaï. » Et ne pas prendre en considération l'univers répressif dans lequel nous sommes aujourd'hui, et ce qui est l'univers aujourd'hui de ce que l'on appelle des affaires dites de droit pénal des affaires, est une erreur et une inconscience. Vous parliez de surprise. Est-ce que vos clients, donc qui peuvent être, j'imagine, des dirigeants, parfois aussi des personnages politiques, vous avez notamment défendu Patrick Balkany notamment, est-ce que cette surprise, vous la retrouvez quand vous rencontrez vos clients, et comment est-ce que vous les préparez? Comment est-ce qu'on défend, comment est-ce qu'on accompagne un dirigeant ou un personnel politique dans ces affaires-là? Écoutez, la grande particularité, alors d'abord je n'ai pas défendu Patrick Balkany, mais quelqu'un qui était dans son dossier, la grande particularité de ces affaires dites financières ou politico-financières, c'est que l'enquête cible déjà le coupable éventuel. Et on a déjà le coupable, et on cherche à caractériser une infraction. Ce n'est pas la même chose que lorsque l'enquête consiste à partir d'un crime ou d'un délit qui a été commis de manière incontestable, et que l'on cherche à identifier l'auteur. C'est une différence qui est fondamentale. Très souvent, et ce que l'expérience démontre, c'est que les chefs d'entreprise, les hommes politiques, ou en tout cas tous ces gens du droit pénal des affaires qui n'ont pas vocation finalement à se retrouver dans des affaires pénales, la constante, c'est que ils ne connaissent pas en fait le fonctionnement réel de la justice pénale. Et ça, c'est ce qui me frappe toujours, c'est qu'il y a chez nos élites, chez nos dirigeants, une acculturation totale et un manque de connaissances sur le mode de fonctionnement de la justice.
Ben je ne sais pas. La formation, peut-être, ce que les médias véhiculent de l'image de la justice, qui résume toujours la justice à un débat, somme toute assez primaire. Est-elle laxiste? Trop? Pas assez? Il faut durcir encore? Ce n'est pas ça le sujet. Et c'est toute l'ambiguïté également de notre République qui fait rentrer au Panthéon Robert Badinter en célébrant à grand renfort de discours, très beau d'ailleurs, sur les valeurs que portait Robert Badinter sur l'humanisme, sur le sens de la sanction pénale, sur ce que doit être le droit répressif, et qui, dans le même temps, cette même République fait voter des lois contre lesquelles le même Robert Badinter s'insurgeait et aujourd'hui se rêve debout. Cette schizophrénie a certainement un grand nombre d'explications, peut-être pas le moment de vous donner mon avis sur le sujet, mais fait que nous sommes dans une situation où les gens sont perdus et les gens méconnaissent, et donc les gens sous-estiment le risque et la réalité des situations auxquelles ils sont confrontés lorsqu'ils sont confrontés à des affaires pénales. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une grande sophistication des infractions financières, et donc parfois on peut avoir l'impression qu'au contraire, la justice se retrouve face à des personnes qui ont un savoir et donc seraient susceptibles de mieux se défendre parce qu'ils connaissent mieux les choses, parce que y a une sophistication de cette délinquance financière-là. Vous semblez dire qu'en fait, elle est tout aussi nue que quelqu'un d'autre, voire encore plus, face à la justice. Mais elle est même beaucoup moins armée que les délinquants d'habitude. Un délinquant d'habitude, il sait parfaitement comment se comporter avec un juge, il connaît le fonctionnement du procès, soit il a déjà été condamné, soit il est allé voir un certain nombre de ses proches comparaître devant des juridictions répressives, il connaît les codes, il connaît mieux les usages, il sait comment ça fonctionne. Et évidemment, il y a là une inégalité, je dirais, des armes pour ceux qui sont confrontés à la justice pénale, à l'évidence. On entend de plus en plus une critique, ou en tout cas une interrogation, au sujet de la justice pénale négociée, qui par ailleurs se développe, qui, je crois, n'est pas réservée à la délinquance financière. Quel est votre avis sur cette justice pénale négociée? Est-ce qu'elle est un véritable outil? Est-ce qu'elle pose des difficultés? Alors, oui. Alors, d'abord sur le principe de la justice négociée, évidemment, ça m'apparaît une bonne chose. Il y a des affaires où les faits ne sont pas discutés, où les gens ne contestent pas leur responsabilité pénale, dans un souci de célérité, d'efficacité, évidemment. Et je suis même personnellement pour, par exemple, le plaider coupable en matière criminelle. Et ça, je crois que ce serait une vraie évolution, une vraie avancée, évidemment. En ce qui concerne les autres affaires, là nous rentrons dans une zone aujourd'hui qui est encore, me semble-t-il, mal encadrée, et notamment un déséquilibre total au regard des droits de la défense. Le parquet a des pouvoirs d'enquête exorbitants, il peut faire une enquête préliminaire pendant des années, et puis vous ne savez pas ce qu'il fait, vous n'avez le droit à rien, vous n'avez accès à rien, et puis un jour il vous dit, écoutez, voilà le résultat de mon enquête, construite évidemment totalement à charge, en vous disant, ben écoutez, soit c'est une CRPC, soit vous allez devant le tribunal, soit c'est une CJIP, enfin tous ces modes de règlement. Est-ce que les personnes qui sont visées par ces enquêtes sont dans une situation aujourd'hui leur permettant de se défendre efficacement? La réponse est non. Il faut armer la défense, lui donner le droit de faire des investigations, lui donner davantage de pouvoir durant, évidemment, l'enquête préliminaire, lorsque l'on sait qu'on est visé par une enquête. Ça, c'est effectivement un équilibre qui m'apparaît devoir être trouvé. Est-ce que se posent des problèmes? Évidemment, notamment à raison du fait que vous vous retrouvez dans une situation où le parquet vient et vous écrase avec son enquête préliminaire. Puisqu'il a pu tout faire tout seul dans son coin, sans aucune contradiction. Et quand on vous permet d'apporter la contradiction à la fin, souvent il est trop tard. Pour autant, on n'est pas désarmé. Il reste quand même un certain nombre de choses à faire.
Et oui, d'une manière générale, la justice négociée permet justement de faire baisser la pression, comme on dit dans les dossiers, et d'avoir des sorties, je dirais, acceptables pour les gens que nous défendons. Est-ce que ce que vous sous-entendez, c'est que d'une certaine manière, parce que tout ça, me semble-t-il, vient du modèle américain, en tout cas anglo-saxon, on n'est pas allé suffisamment au bout, c'est-à-dire qu'on a importé cette capacité de négocier et de mettre fin à une procédure sans aller devant le juge du siège, mais que les avocats n'ont pas encore le droit, c'est ce que vous disiez, comme on peut le voir dans les séries et les films américains, c'est de faire réellement des enquêtes de leur côté. Mais vous avez tout à fait raison, et vous savez que nous vivons en France dans un système inquisitoire, à la différence du système américain. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce... Qui est inquisitoire, c'est le juge, en fait. Tout ceci est fondé sur la théorie de l'aveu, en fait. Et c'est le juge qui juge, qui est celui qui mène les débats et qui n'intervient pas comme un arbitre, et vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que votre culpabilité soit démontrée. Et, bref, le système accusatoire est tout à fait différent. Vous avez un juge qui est le véritable arbitre, et puis vous avez deux parties qui ont des pouvoirs non pas équivalents, mais il y a moins de différence. En fait, la France est entrée, selon moi, dans un système accusatoire sans qu'elle n'ait voulu, jusqu'à présent, se l'avouer. Toutes les réformes, en fait, tendent vers ce mode accusatoire, sans que la formation soit adaptée, puisque on ne veut pas se l'avouer. Et c'est une hypocrisie totale de la part du législateur et d'un grand nombre d'acteurs, d'ailleurs, de mes confrères, de magistrats, avec lesquels je m'entretiens. Et dans les faits, concrètement, lorsque le procureur... lorsque vous rentrez dans une discussion avec le procureur, c'est un schéma intellectuel et c'est une approche, un mode de règlement des conflits qui est tout à fait différent. Il faut enfin avoir le courage de se dire que le système inquisitoire français, tel qu'on le connaissait, et tel qu'il a conditionné tout l'équilibre de la procédure pénale et des droits des parties, a vécu, qui est en tout cas une brèche très importante, et qu'on arrête de se voiler la face, et d'accepter que le monde a changé, le droit a changé, c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est une réalité, et il faut par exemple apprendre à négocier, il faut apprendre aux avocats à négocier, il faut apprendre aux magistrats à négocier, parce que tout ceci nécessite des compétences et des aptitudes différentes. On n'est plus avocat pénaliste en 2025, ni parquetier, comme on l'était il y a 30 ans. C'est également une réalité. Le monde a changé. Vous parliez de surprise. Je vais revenir quand même sur la condamnation dont Nicolas Sarkozy a fait l'objet. Est-ce que vous la trouvez surprenante ? Écoutez, je ne veux pas me prononcer sur une affaire en cours. Nicolas Sarkozy est présumé innocent, il a interjeté appel et il sera bien évidemment rejugé. Ce qui est surprenant dans cette affaire et qui doit attirer l'attention des décideurs et du monde économique, c'est l'une des premières fois où l'on applique cette infraction dont on a tant parlé d'association de malfaiteurs à un dossier dit politico-financier ou d'atteinte à la probité. On connaît les infractions classiques, la corruption, la prise illégale d'intérêt, le favoritisme, tout ça. Mais le fait également d'ajouter cette qualification, ça, c'est la traduction pratique de ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que les règles qui régissent la lutte contre la criminalité organisée sont désormais appliquées également aux affaires dites de droit pénal des affaires. Donc il y a un changement de paradigme qui n'est pas tant lié à la sanction, en l'occurrence, mais à cette qualification d'association de malfaiteurs parce que j'imagine qu'elle est plus large dans ses éléments constitutifs. Elle est plus large, même s'il y a une jurisprudence très abondante, il y a plus d'aléas, et il y a plus, éventuellement certains diraient, d'arbitraire du juge,
puisqu'on peut condamner sur l'intime conviction, effectivement sans preuve. Le mouvement actuel, ce n'est pas qu'il y a une pénalisation accrue du monde des affaires, des activités économiques. Non, pas du tout. Ça, c'est une erreur. C'est l'intensité de la réponse qui a changé de nature. Et ça, c'est une véritablement, oui, dans la sanction, dans les qualifications juridiques, dans les méthodes d'enquête. La création du parquet national anti-crime organisé, qui est né de la loi de lutte contre le narcobanditisme du mois de juin dernier, donne compétence à ce parquet national pour lutter contre la DZ mafia, le narcobanditisme, mais également contre la fraude fiscale en bande organisée. Et il y a un certain nombre d'affaires actuellement en cours qui concernent de grandes entreprises pour lesquelles la qualification retenue est la fraude fiscale en bande organisée. C'est-à-dire que le législateur place sur un même plan la DZ mafia et ceux qui sont poursuivis ou font l'objet d'enquêtes pour une escroquerie dite en bande organisée. Sans compter la difficulté que cette bande organisée, cette qualification juridique, il n'y a que le parquet qui l'a choisie, et à ce jour où je vous parle, il n'y a aucun contrôle exercé par qui que ce soit sur la qualification retenue par le parquet. Oui, donc on sent quand même une situation dans laquelle le risque pénal est largement grandissant. Hervé Temim disait dans une émission il y a quelques années, « Cracher sur les juges est irresponsable, c'est d'eux dont on a besoin ». Est-ce que vous partagez cette phrase? Mais évidemment, on n'a jamais eu autant besoin de juges. Après, il faut que l'on s'entende sur la mission du juge. Et pour vous, c'est quoi la mission du juge? Et dans le système inquisitoire, vous savez que dans des affaires, y compris dans des affaires criminelles, vous pouvez très bien vous retrouver dans une affaire où le procureur à l'audience, qui est censé porter l'accusation, ne s'exprime quasiment pas. Et il m'apparaît nécessaire et utile que le juge, en France, celui qui doit donc juger, et juger consiste à départager, soit davantage mis en retrait, et que le parquet, qui a une place de plus en plus prépondérante, prenne cette place, mais peut-être même encore plus et encore davantage, et qu'on laisse... Et rendre des comptes d'une certaine manière? Bon, non, le parquet n'a pas... Le parquet, vous connaissez le statut du parquet, la Cour européenne des droits de l'homme dit que ce ne sont pas des magistrats, la tutelle, bon, c'est pas le sujet. Il y a énormément de parquetiers qui font leur métier de manière effectivement très sensée, soucieux des règles, évidemment à charge et à décharge, puisque c'est leur mission, c'est leur serment. Mais quand le justiciable est confronté à celui qui mène l'interrogatoire et de manière souvent très, très dure, et qui oblige le juge qui juge parfois à faire part un peu de son sentiment et de son opinion, ça peut désorienter. Il me semble que, comme je vous le disais, la venue dans ce monde, l'entrée dans ce monde accusatoire va nécessairement impliquer une définition nouvelle et un rôle du juge. Nous avons évidemment plus que besoin d'un juge, celui qui est au-dessus des parties, au-delà de la pression, de la sérénité, de l'impartialité, pour pouvoir juger. C'est ce dont nous avons besoin. Vous êtes à côté de votre robe. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je vais reprendre mon ami et confrère Pascal Garbarini a écrit un très joli livre qui s'appelle « Ma robe pour armure ». Je m'y retrouve totalement. Cette robe nous permet effectivement de rentrer pleinement et totalement dans la défense. Elle nous protège, elle nous permet de dire ce que nous avons à dire, elle nous permet de nous exprimer d'une manière totalement libre, et elle est pour moi un des symboles de la liberté, et qui est celle de l'avocat, et qui n'a finalement comme limite à sa liberté que celle qui s'impose, la légalité bien sûr, son éthique et sa morale. Vous parliez d'une volonté de réforme de la procédure pénale. À la fois, votre discours sur votre robe est assez
traditionnelle, en tout cas, on sent que vous y tenez. Est-ce que c'est pas ça un peu la justice aujourd'hui, des principes très conséquents, une évolution nécessaire, mais qui est pas toujours très en phase avec le monde actuel. On entend de plus en plus de critiques sur la façon dont certains de vos confrères défendent. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là? Oui, évidemment. Vous savez, pendant des années, quand j'ai commencé mon métier il y a 30 ans, les pénalistes, on souriait, nous, parce qu'on disait « nous avons un droit constitutionnel au mensonge », ce qui heurtait beaucoup nos confrères anglo-saxons. Et vous n'étiez jamais responsable de votre système de défense. Vous étiez condamné pour les faits, mais jamais. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit fait que, non seulement vous êtes condamné pour les faits qu'on vous reproche, mais la manière dont vous vous défendez aujourd'hui est un des éléments. On l'a vu dans l'affaire Depardieu, qui a été condamné à 1 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice créé à la suite du système de défense mis en place. On l'a vu également, là, dans les motivations du jugement Sarkozy. On le voit également, nous, les pénalistes, aujourd'hui. Donc, c'est une vraie révolution culturelle, un changement d'état d'esprit, un changement de paradigme qui fait que le droit au silence, aujourd'hui, doit être cultivé par les confrères de manière industrielle, si je puis dire, avec de l'engrais pour le faire pousser, puisqu'il vaut mieux exercer un droit plutôt que finalement se voir reprocher un système de défense. La parole, est-ce que la liberté consiste à aller nier l'évidence? Je ne le pense pas. Est-ce qu'on peut porter, parce qu'on est avocat, des discours qui défient l'entendement, qui défient la réalité d'un dossier? Je ne le pense pas non plus. C'est au contraire tout l'inverse. L'avocat est finalement le premier juge de son client. Et vous ne pouvez pas vous inscrire dans un système de défense si effectivement vous avez des éléments contraires ou si vous avez des éléments d'information qui ne permettent pas de soutenir. Soutenir l'insoutenable ne m'apparaît pas effectivement ni utile, ni nécessaire. En revanche, de conserver la plus grande des libertés, y compris pour dire ce qu'il faut sans aucune limite, je vous le disais, que celle de la légalité et que celle aussi de l'éthique et de la morale personnelle de l'avocat, ça évidemment il faut le préserver, c'est comme ça qu'on fait respecter la présomption d'innocence et c'est comme ça surtout que l'on arrive à lutter contre le prêt-à-penser. On va terminer cette émission avec des questions courtes et je l'espère des réponses courtes. Emmanuel Marcini, avec ou sans juge d'instruction? Plutôt sans. Plutôt sans. Négocier ou se battre? Négocier, c'est se battre. S'il y avait une chose que vous avez identifiée qui a le plus changé depuis que vous avez commencé à exercer, ce serait quoi? Le respect accordé à l'avocat. En ce qu'il a diminué? En ce que, de la part de nombreux clients, il a diminué. En ce que le comportement, d'une manière générale, a évolué. J'adore mon métier, ça fait 30 ans que je fais ça, et plus j'aime mon métier, parfois moins j'aime ma profession. Parce que je trouve que certains comportements sont tout à fait inacceptables et font beaucoup de mal à la profession. Pour terminer cette émission, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Emmanuel Marcini? La liberté. Eh bien, je vous souhaite la liberté. Merci beaucoup. Merci.